Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arisoa. La mythologie regorge d'exemples. Les centaures mi-hommes mi-chevaux, le minotaure à moitié taureau. L'article 17 du projet de loi bioéthique adopté le 29 juin ouvre la porte aux recherches sur des embryons interespèces. On vous explique. Ceci n'est pas de la science-fiction. Vous ne verrez pas demain, avec cette loi, des êtres humains avec des branchies ou des ailes dans le dos. Par contre, ce travail de recherche obtenu en croisant des cellules humaines et animales pourrait faire avancer la science sur de nombreux sujets. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Eh bien, on va se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on verra un jour un animal, un porc qui pourra nous servir de banque d'organes? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et puis, on va voir qu'on en est qu'au tout début. On parle pour l'instant d'embryons homme-animal qui ne sont conçus que pour vivre quelques heures. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arisoa. La référence à la mythologie au début de ce podcast n'est pas totalement innocente puisque ces hybridations interespèces, on appelle ça, Nicolas, des chimères. Alors, chimère, c'est un terme qui nous vient de la mythologie grecque. C'est un monstre qui est né d'un mélange de l'homme et de l'animal. En l'occurrence, chez les Grecs, ce monstre, il était dessiné comme un être qui était à la fois mi-lion, mi-chèvre et avec une queue de serpent, donc quelque chose de tout à fait effrayant. Et c'est curieusement tout de même ce terme qu'on a retenu pour des recherches qui commencent, qui ont lieu un petit peu partout dans le monde et qui sont effectivement des recherches sur le mélange de cellules de l'homme et de l'animal. Quand on parle comme ça de mélange entre l'homme et l'animal, c'est pas exactement comme si un âne et un cheval faisaient une mule. Non, en fait, on parle de techniques qui consistent à introduire des cellules humaines dans des embryons d'animaux, par exemple des singes, des souris et des porcs. Et pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour faire progresser la recherche sur l'embryon et donc sur les toutes premières heures de la vie. On essaye d'étudier le développement des cellules pour mieux comprendre, par exemple, les causes de l'infertilité ou lutter contre des cancers. Donc pour l'instant, on en est là. Ce sont des recherches qui ont lieu et la loi de bioéthique qui vient d'être adoptée en France vise à les encadrer un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on le fait que dans un sens, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre quelques cellules humaines dans un embryon d'un animal, pas l'inverse. Il n'est pas question de mettre des cellules d'un macaque, d'un singe dans un embryon humain. Ça, ce serait jouer beaucoup trop avec le feu. Pour l'instant, il faut bien comprendre qu'on travaille sur des expériences tout à fait limitées. Par exemple, il y a 2 équipes, une française et une équipe américaine, qui déjà ont reçu des autorisations de faire ces recherches. L'équipe française, elle a fait son embryon que pendant moins de 24 heures. C'était juste une journée, c'est juste pour voir si ça marche, en gros. Et puis, l'équipe américaine, elle a fait vivre comme ça, dans un tube, un embryon d'animal qui avait reçu quelques cellules humaines. Elle l'a fait vivre pendant 19 jours. Donc, vous voyez, on est au balbutiement de ces recherches. Là, nous sommes encore sur la phase d'expérimentation, mais quels sont les objectifs à terme avec ces recherches? Alors, à terme, on pourrait effectivement aller plus loin. C'est-à-dire que cet embryon, par exemple, mettons d'un porc, dans lequel on aurait mis quelques cellules humaines, on peut le réimplanter chez l'animal et donner donc naissance effectivement à un porc qui serait génétiquement modifié. On pourrait amener à faire que cet animal aurait des organes. On pense par exemple au pancréas ou au foie, voire au cœur. Il aurait des organes qui, ayant reçu des cellules humaines, eh bien, seraient plus compatibles avec les humains et donc qui pourraient servir à des transplantations d'organes. C'est encore très lointain, mais les généticiens pensent qu'on y arrivera un jour. Avec ce projet de loi bioéthique qui vient d'être adopté, c'est pas non plus un feu vert absolu, c'est pas open bar sur les mutations génétiques. Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est difficile de légiférer sur des matières qui évoluent constamment. Tous les 7 ans, on va revoir la loi bioéthique. Mais enfin là, en l'occurrence, on vient de voter une loi qui fixe des barrières. D'ailleurs, elles ne seront pas les mêmes dans le monde entier, mais on a fixé, nous, les nôtres. Globalement, il y a un consensus chez tous ceux qui font des recherches sur ce sujet. C'est, par exemple, une des lignes rouges, c'est de ne pas modifier
modifier son apparence physique trop, de ne pas faire par exemple qu'il ressemble à l'homme. On ne voudrait pas créer des singes qui se mettraient à avoir par exemple des bras ou des mains qui ressembleraient exactement à la nôtre, ou bien des porcs qui auraient aussi une jambe ou je ne sais pas quelle autre partie de son corps qui serait humanisée entre guillemets. C'est trop troublant, c'est trop gênant, et donc c'est une limite qui est fixée. On ne peut pas aller trop loin dans ce sens-là. Et puis alors il y a une autre question qui est très troublante et très passionnante, c'est si on met des cellules humaines dans un singe, par exemple un macaque, est-ce que ça ne va pas atteindre son cerveau et donner en quelque sorte une conscience humaine? Est-ce qu'on ne va pas humaniser ce singe, en faire quelque part mi-homme, mi-singe? Alors là encore, il y a des limites. La limite, c'est que ces cellules humaines qui sont introduites dans un embryon de singe ne doivent pas atteindre son cerveau, ne doivent pas modifier son cerveau, et donc sa façon d'être ne doit pas faire qu'il obtienne une conscience humaine. Vous qui découvrez un peu comme nous, d'ailleurs, tous ces travaux de la communauté scientifique sur les chimères, vous êtes peut-être un peu choqués, mais il faut savoir que même au sein des scientifiques, il y a d'énormes débats sur ces travaux. Oui, c'est un peu le débat des anciens et des modernes. Pour faire simple, en gros, il y a ceux qui disent qu'on est en train de faire quelque chose de très grave, d'autoriser des recherches dont on ne sait pas où elles vont nous mener. Il y a par exemple cette semaine dans Le Monde une tribune publiée par 3 professeurs de philosophie, donc ce ne sont pas des généticiens, ce sont des philosophes, qui disaient qu'on était vraiment en train de ne pas mesurer la gravité de ce qu'on faisait, qu'on était en train de violer la frontière entre les espèces, entre l'homme et l'animal, et ils dénonçaient cette volonté de créer une humanité génétiquement modifiée. Ça, ce sont ceux qui donc ont peur de ce qui est en train de se passer. Puis de l'autre côté, il y a les chercheurs en génétique, ceux qui font ces recherches et qui eux aussi avaient publié une tribune toujours dans le journal Le Monde en disant non mais laissez-nous travailler, on sait ce qu'on fait, on fait attention. Et eux, ils expliquent qu'on ne peut pas travailler sur les embryons humains, tout simplement parce qu'il y en a très peu, à part ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, c'est-à-dire les qui ont fait des enfants in vitro puis qui en ont eu trop et qui donnent quelques-uns de ces embryons à la recherche. Mais en gros, il y en a très très peu. Donc, faute de matériel, entre guillemets, pour poursuivre leur recherche, ils nous expliquent qu'ils ont besoin de ces embryons chimères animales avec un peu de cellules hommes. Et tout ça pour faire quoi? Pour progresser sur la connaissance donc, des premières heures de la vie des embryons. Et ces scientifiques nous disaient que ça a déjà permis des recherches majeures, par exemple dans le traitement des cancers, dans le traitement naturellement de la fertilité, et demain, ce n'est pas encore le cas, mais selon eux, demain, des projets majeurs, par exemple pour d'autres maladies comme la maladie de Parkinson. Donc débat très tendu, très passionnant entre les scientifiques, et puis débat qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale où de la même façon, on a eu des députés pour la recherche et puis des députés pour le principe de précaution pour qu'on n'aille pas trop loin dans ces recherches. Lorsqu'on parle de manipulation génétique sur des embryons, le risque qui plane au-dessus de tout ça, évidemment, c'est l'eugénisme, la quête d'un être humain parfait. Et ça a fait débat, notamment à l'Assemblée, autour de la question du diagnostic préimplantatoire. Oui, alors il faut expliquer ce que c'est que ce diagnostic préimplantatoire. Ce sont des recherches qui sont faites donc, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, c'est-à-dire qu'on a donc un embryon in vitro dans une éprouvette, et avant de le réimplanter chez la femme, on est autorisé, c'était déjà le cas pour l'instant, à détecter des maladies. Le plus courant, c'est de détecter s'il n'y a pas un nombre anormal de chromosomes chez ce tout petit embryon, et on détecte par exemple ainsi la trisomie 21. Alors la loi pour l'instant encadrait tout ça et disait qu'un généticien qui fait une recherche sur une maladie particulière, si par exemple le couple risque de souffrir d'une maladie héréditaire et risque de transmettre cette maladie au futur enfant, donc le généticien a le droit de faire une recherche sur cette maladie, mais si par hasard il en découvre une autre, si par hasard justement il découvre qu'il y a un nombre anormal de chromosomes, et bien jusqu'à présent, le scientifique n'avait pas le droit de prévenir le couple. C'était pour justement lutter contre cette peur de l'eugénisme, c'est-à-dire de la course au bébé parfait. Donc on apprenait qu'il y avait un problème avec l'enfant et on n'avait pas le droit de le dire aux parents, ce qui est quand même assez hallucinant. La loi qui est passée cette semaine met fin à cette idée. Si un généticien fait des recherches pour trouver une maladie et s'il tombe sur une autre maladie, désormais, il aura le droit de prévenir les parents. Mais c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit jusqu'où le législateur est obligé, dans quel détail il est obligé d'aller pour fixer des règles. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.